Seyao, le directeur du site d'information afriqueenligne.com et le directeur de publication du journal Togo Réveil, Germain Pouli. Togo Réveil qui est dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs, comme le dit quelqu'un, 250 francs seulement. Donc vous pouvez trouver ce journal-là dans les kiosques. C'est également en ligne. Vous nous faites signe et puis on vous met en contact avec le directeur de publication de ce journal et vous l'aurez en format PDF. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Tout ça, bonjour. Bonjour Anita, je suis très heureux de vous retrouver, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Eh bien, nous aurons à débattre de 3 sujets essentiellement aujourd'hui. On parlera de la vie chère, notamment avec la hausse du prix des produits pétroliers à la pompe. On parlera également de la grève du CET, le syndicat des enseignants du Togo, avec la sortie du ministre Kokoroko lors du conseil des ministres tenu dans le nord du pays. Et puis nous ferons la une des journaux avec Togo Réveil qui parle du premier sommet sur la cybersécurité en Afrique. Et si on a le temps, on parlera de la rentrée politique du CAR. C'était dimanche dernier. Eh bien, c'est un phénomène qui touche plusieurs pays depuis un bon moment. La cherté de la vie, vient s'ajouter depuis ce matin dans notre pays l'augmentation du prix des produits pétroliers. L'annonce a été faite hier dans la nuit. Ainsi, le super sans-plomb est à 595 francs, le gazole 605 francs et le pétrole à 550 francs. Et selon les explications du ministre en charge du commerce, ces nouveaux prix visent à assurer la continuité de l'approvisionnement du Togo en produits pétroliers. Alors, Germain, en février, on en parlait ici. Apparemment, les rumeurs qui circulaient se concrétisent, se confirment. Oui, ce qu'on craignait est arrivé. Donc, pendant longtemps, on s'interrogeait est-ce que le Togo pourra résister face à la flambée des prix à l'international et dans plusieurs pays. Après quelques semaines, finalement, le Togo a revu ses prix à la hausse. Et je pense que le ministre du Commerce va donner une conférence de presse tout à l'heure, dans 1 heure de temps, pour expliquer un peu cette augmentation et puis pour dire un peu les autres mesures que le gouvernement prend pour faire face à la vie chère. Et là, s'agissant de cette augmentation, elle était prévisible. Donc depuis la guerre en Ukraine, on sait que l'un des pays, la Russie, est l'un de ceux qui fournissent assez de pétrole et de gaz donc à travers le monde. Les prix ont commencé en Europe. On se disait, bon, la guerre est en Europe, ça ne va pas nous toucher. Après, on a vu au niveau des denrées comme le blé et autres, où les prix ont commencé par grimper. Donc, dans les pays voisins, il y a eu déjà cette augmentation au Bénin, au Ghana, un peu partout. Et on se disait que le gouvernement allait faire de la magie pour espérer garder le prix. Malheureusement, la magie n'a pas eu lieu. Et donc, c'est tout logiquement. Cette fois-ci, ça a fait fort. 90 francs, 80 francs, 150 francs. Oui, non, c'était prévisible. Parce que, quand vous voyez, le Togo était le seul pays, après le Nigeria, qui pratiquait le prix le plus moins cher. Les autres sont déjà dans les 600, 700 et plus. Donc, on se disait, est-ce que le Togo allait tenir? Malheureusement, le gouvernement a craqué, comme on peut le dire, n'a pas pu maintenir ce prix-là. C'est un peu difficile pour la population, mais en même temps c'était prévisible parce que c'est la tendance sur le plan international. Et espérons qu'au cours de la conférence de presse de ce matin, le ministre annonce des mesures Peut-être qu'il y aura des mesures d'accompagnement, comme on le dit souvent. On les attend parce que je pense qu'il y aura des annonces qui seront faites tout à l'heure au cabinet du ministère de la Communication.
Et on espère, s'il y en a, on va applaudir. S'il n'y en a pas, ça va être vraiment regrettable parce qu'aujourd'hui, la vie devient très difficile. Tous les prix flambent, les revenus n'ont pas trop changé. Et donc, tout devient vraiment très cher, les produits de première nécessité. Le gouvernement, ailleurs, essaie de faire ce qu'il peut en espérant atténuer ces effets-là, mais ça reste encore très difficile. On va attendre de voir ce que le gouvernement togolais propose pour aider les populations à supporter cette flambée internationale des prix. Alors, quand on dit hausse des prix des produits pétroliers à la pompe, on parle des conséquences sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, que les produits de première nécessité sont déjà, les prix sont déjà en hausse et à cela vient s'ajouter la hausse des produits pétroliers à la pompe. Est-ce que le Togolais aujourd'hui pourra joindre les deux bouts en attendant les mesures prises par le gouvernement, si mesures également? Non, moi je suis révolté en apprenant, oui, parce que le Togo... C'est pas seulement au Togo. Non, quand écoutez, Anita, moi j'ai fait l'économie. Je sais ce que c'est que l'inflation. L'inflation est à éviter au maximum dans un pays. Maintenant, quand vous multipliez les taxes de péage un peu partout et que vous instaurez d'ailleurs de nouvelles taxes, etc., la moindre chose, c'est de supporter au moins le carburant pour les Togolais. Mais si le Togo rejette à peu près 80 francs comme ça sur les hydrocarbures, je pense que c'est manquer quand même de pitié pour une population affamée. Vraiment. Donc ça ne se fait pas. Le Togo n'avait pas besoin de refléter cette inflation sur les hydrocarbures dans notre pays. Parce que nous sommes en temps de Covid. Le Togo vit encore ce que nous appelons l'état d'urgence sanitaire, où l'État est censé accompagner les populations. Donc il ne serait pas valable du tout que l'État, quelles qu'en soient les mesures de cette inflation, qu'elles soient d'origine internationale, l'État n'a pas le droit, vu ce qu'il se passe déjà à l'intérieur. Alors, je vous explique. Oui. Aujourd'hui, quand on prend le Bénin qui est à côté, Patrice Talon a réduit lui-même sensiblement tous les coûts sur les denrées. Non, c'est la TVA qui a réduit au Bénin. Non. J'ai toutes les informations sur le Bénin. Je t'envoie. Les prix sont communiqués ici. Le riz, tout. J'ai tout ici. Si vous voulez, sauf que ce n'est pas encore appliqué. Ah mais non, écoutez, l'applicabilité est immédiate au Bénin. Par exemple, oui, bien sûr. Faites un tour Attends. Je sais de quoi je parle. Ils ont détaxé pratiquement le riz, par exemple, de 50 kilos, qui est présentement vendu à 20 500, est ramené aujourd'hui à 18 450. Oui, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est ce que le gouvernement a annoncé. Mais quand vous faites un tour dans les marchés du Bénin aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas ce qui est appliqué. Attends, ça fait force de loi quand c'est l'État qui l'institue. On n'a pas polémiquer sur ça. Je pense que le ministre ou bien l'État, si l'État qui estime refléter facilement comme ça cette inflation sur les hydrocarbures, a commis peut-être une bévue vraiment contre l'économie, vu que les gens peinent déjà à s'en sortir. Parce que quand il y a l'inflation crée l'inflation. Alors, parce que déjà, quand on augmente les hydrocarbures, on ne peut pas empêcher les produits de flamber sur le terrain. Au même moment, on refuse d'aligner les salaires au taux de l'inflation. Il y a problème. C'est pourquoi dans certains États, on refuse carrément d'arriver à l'inflation. L'État fait tout parce que lorsqu'il y a une hausse de 1%, vous allez voir des revendications dans presque tous les secteurs d'activité dans le pays. Et l'État évite au maximum. Ici maintenant, on crée des taxes, on en rajoute facilement. C'est pas sérieux. Je pense que moi j'ai réfléchi, je me dis, mais écoutez, je regrette d'être né au Togo. Parce que oui, si il n'y a aucune mesure, il n'y a pas de retraite pour les gens de profession libérale. Non, il n'y a pas pire ailleurs qu'ici. Il faut voir, les gens meurent de faim dans ce pays, les gens mangent la sauce sans poisson, les gens n'ont même pas 2 repas par jour. Le SMIC est déjà ce qu'il est. Il y a ce que nous appelons en économie
les postes de dépenses. Alors quand on les énumère, on voit que les prix ont nettement augmenté et le SMIC ne permet plus de vivre. On ne regarde pas ça. Maintenant, on dit état d'urgence sanitaire et on ajoute encore des taxes. On crée... Non, c'est scandaleux. Je pense que c'est révoltant. Je suis très indigné. Et le ministre doit pouvoir détaxer les 80%. Ce sont les minima qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent faire pour permettre aux gens au moins de pouvoir vaquer dans le silence et mourir ou bien en paix, c'est-à-dire que souffrir sans rien dire. Mais si on doit appliquer maintenant pratiquement 600, il n'y a pas les pièces de 5 francs, donc on a payé le carburant maintenant à 600. C'est scandaleux. Moi, je parcours chaque jour 50 km en aller-retour de mon domicile à mon journal. Donc maintenant, je vais maintenant dépenser plus, mais je ne gagne pas assez. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. J'aimerais tout à l'heure, donc, dans son analyse, parler de manque de pitié du gouvernement pour une population déjà affamée. Mais tout à l'heure, nous étions en train de dire que c'est international. Oui, non, je pense que... Est-ce que c'est tous les gouvernements qui manquent il sait que ce qu'il dit, c'est pas... Il ne le croit pas, je pense pas qu'il le croit, parce que tous les pays ont augmenté autour de nous. Ça a commencé en Europe, comme je le disais. Nous allons augmenter le prix du carburant. Maintenant, il essaie de réduire certaines taxes en espérant que les commerçants vont appliquer le nouveau prix. Mais ça ne se fera pas tout simplement parce que ce n'est pas l'État qui vend le riz, ce n'est pas l'État qui vend le lait, ce n'est pas l'État qui vend le sucre et tout ce dont il dit de baisser les prix. On se souvient ici au Togo, avec Covid, le ministre avait fait des sorties, mais ça n'a rien changé. Même ici, il y a eu ça déjà sur le téléphone et les ordinateurs. Il y a 3-4 ans, une loi de finances a réduit les taxes sur ce produit-là pour que les Togolais les achètent moins cher. Mais finalement, aucun commerçant n'a baissé le prix des téléphones et des ordinateurs. Et donc cette marge-là, c'est les commerçants qui gagnent parce qu'ils ne paient plus de taxes, mais ils gardent toujours leur marge bénéficiaire qui augmente. Et donc l'État était obligé 2 ans après de retirer cette loi et de taxer normalement comme avant parce que les populations n'ont pas profité. L'idée du gouvernement, c'était de dire à l'époque, on veut que tout le monde, comment on passe à la digitalisation au Togo, il faut que chacun puisse avoir un smartphone facilement, un ordinateur facilement. Donc, on détaxe ce produit. Mais vous allez à des coins partout dans les boutiques, les prix sont restés les mêmes, comme si l'État 2 ans après a remis cette taxe. C'est pour dire ce que le Bénin a fait, ça sera la même chose. Vous dites aux gens, baissez le prix. C'est vous qui ne leur faites pas, vous qui leur avez fourni la marchandise. Vous avez enlevé votre bénéfice sur les taxes, mais eux, ils vont toujours gagner. Ils vont profiter de votre réduction. Et le commerçant, c'est quelqu'un qui, par réflexe, veut gagner au maximum. Donc, il ne va jamais baisser. Et les populations, malheureusement, n'ont pas cette force-là de dire bon, l'État dit de baisser, si vous ne baissez pas, on n'achète pas. Vous allez mourir de Vous êtes obligé d'acheter. Donc, le commerçant le sait. Donc, l'État baisse, cette marge-là, il ajoute ça à son bénéfice, il ne va jamais baisser. Ça a été fait sur les téléphones, les ordinateurs au Togo, on a vu, ça n'a rien donné. Au Bénin, Talon l'a dit, c'est une décision politique, mais la plupart du commerce est dans l'informel. On n'arrive même pas à vérifier, à contrôler le prix, à exercer un moyen, ça ne donnera rien. Ça, des pays l'ont essayé, nous on l'a essayé au niveau du téléphone et de l'ordinateur, ça n'a rien donné. 2 ans après, l'État était obligé de remettre cette taxe-là. C'est pour dire, à partir du moment où l'économie informelle n'est pas contrôlée, la dame qui est dans le quartier, qui vend du riz, du lait, du sucre, vous venez, vous le dites que l'État vous a dit, c'est pas l'État qui a ouvert sa baraque. Elle vous met son prix, vous êtes obligé d'acheter. Je me souviens, il y avait l'augmentation du prix des produits pétroliers. Il y a un chauffeur qui a dit, c'est pas l'État qui lui a acheté le véhicule. Voilà, donc en fait, c'est tout à fait normal. Si l'État le fait, il faut que l'État ait la capacité de contrôler véritablement les prix et de mettre une pression sur les commerçants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ce n'est pas possible, même en Europe, ce n'est pas possible. Quand Covid est venu, les prix ont augmenté dans les supermarchés parce qu'il y avait les confinements, les gens voulaient acheter. Les supermarchés ont augmenté, l'État a fixé le prix, mais aucun supermarché n'a respecté. Soit vous achetez, vous laissez, ce n'est pas l'État qui a ouvert ce supermarché-là. Donc vous voyez, les commerçants, par réflexe, c'est comme ça qu'ils raisonnent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
Maintenant, si c'est que l'État contrôlait le commerce, ce qui est pratiquement impossible parce que le commerce est libéral, encore que l'État contrôle le carburant, c'est pour ça que facilement il peut dire, parce que c'est l'État chez nous qui commande le carburant, c'est lui qui définit, et sur certains produits comme les boissons aussi, l'État arrive à imposer certains prix, mais vous verrez que pour ce commerce qui est vraiment dans l'informel, les décisions au Bénin, elles sont sanitaires, mais dans la réalité, elles n'auront aucun effet, parce que les commerçants vont profiter pour gagner cet effort que le gouvernement a fait, va rentrer directement dans la poche des commerçants, se vérifier un peu partout. Bon, on espère que le gouvernement béninois trouvera des moyens, mais ça va être difficile dans un pays où le formel domine le commerce et que l'État n'a pas les moyens de contrôler les prix, surtout de mettre une pression sur les commerçants pour que ça se vende. Parce que le commerçant te dira que je paye le loyer. Vous venez, il a ouvert sa baraque, vous voulez, il vous dit c'est ça le prix. Vous pouvez rester là-bas 2 heures de temps, il ne va pas baisser un franc. Mais vous avez besoin de ça. Vous n'allez pas aller vous plaindre à l'État qui a votre voisin commerçant qui refuse d'appliquer le prix que l'État a dit à la télévision ou dans les médias. Non, je crois que c'est une réalité qui est partout. Maintenant, on peut saluer la décision politique, mais on sait tous que dans les faits, elle va être difficile à appliquer, elle n'aura pas ses effets. Maintenant, il faut que les gouvernants réfléchissent autrement pour pouvoir ne serait-ce que contrôler la distribution des produits de première nécessité. Parce que tout le monde en a besoin, et ça, c'est pas le luxe, c'est le nécessaire, que chacun a besoin de ça, chacun a besoin de l'eau, chacun a besoin du sucre, de l'huile, du riz, du maïs, de ces produits-là, pour que l'État puisse au moins contrôler un peu, pas totalement, mais un peu leur distribution. Je ne sais pas par quel mécanisme l'État se prendra pour le faire, mais si on veut que ces décisions-là, ces mesures aient des effets, c'est un peu comme ça. Donc, dire que l'État est cynique, bon, ça c'est sa vision, mais je pense qu'il ne le croit pas parce que nous tous, depuis des semaines, on se disait, est-ce que l'État togolais va tenir? Parce que partout on augmente, est-ce que le Togo va tenir? Et on a eu même une discussion avec un membre du gouvernement qui nous disait que l'État va chercher l'argent quelque part pour pouvoir supporter. Donc je pense que l'État était dans cette logique-là. Donc il faut supprimer certaines rubriques. Il faut plus satisfaire certains besoins pour satisfaire le carburant. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je pense que après, si c'était une crise nationale, c'est jouable, mais comme c'est un prix qui a grimpé sur le plan international, et je crois que les États s'accordent à dire qu'ils vont passer à l'augmentation. C'est vraiment difficile. C'est difficile, là, je suis totalement d'accord avec lui. Et ça aura des répercussions sur tout le monde, parce que quand le carburant augmente, le transport augmente et chacun essaie d'augmenter parce qu'il dit qu'il dépense plus pour le transport. Et on attend vraiment les mesures qui seront annoncées par le ministre aujourd'hui et on espère qu'elles pourront atténuer un peu cette augmentation. On l'espère vivement. Tout ça, quand il y a hausse du prix, d'abord avec la cherté de la vie, on a vu la sortie des organisations de défense des consommateurs. À chaque fois qu'il y a augmentation, bien il y a ces situations qui se présentent, ils font des sorties. Mais après les sorties, on n'a pas de solution. Quelle est aujourd'hui l'utilité de ces sorties-là? Parce que on se dit qu'aujourd'hui ou demain, il y aura encore des communiqués des organisations de défense des droits des consommateurs. Oui, avant d'arriver là, laissez-moi vous dire ceci, que l'État exerce un contrôle sur les prix. Il y a ce que nous appelons en économie le prix économiquement juste. C'est le prix auquel on doit vendre normalement un produit sur le marché. En France, vous avez l'INSI, Institut national de la statistique et des études économiques. Alors, cette institution s'occupe de l'observation générale des prix sur le terrain. Donc, l'État sait à quel prix on doit vendre un produit. Si il est importé, on doit pouvoir savoir les frontières, les frais de douane, etc. et le bénéfice qu'on doit y mettre. Et l'État surveille de bout en bout. Alors, si ici l'État parle mais ne sévit pas, c'est sa faiblesse.
L'État Même en France, contrôle. l'État ne contrôle Ah mais non, pas. l'insi Je vous ai parlé de la police. en France sur l'évolution et l'inflation est toujours néfaste Non, pour non, toute non, ça, économie. c'est la Pour théorie, l'économie. ça. Non, c'est pas la théorie, Non, dans dans la la pratique. Non, il y en a. Vous savez, C'est non, pas vrai dans la pratique. parce qu'on veut éviter la revendication sociale. C'est Puisqu'on pourquoi parler de on la refuse, pratique, voilà. est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ville, par exemple, où c'est fait? Non, c'est pas Comme- possible. comme vous le Ça, dites, comme ça, par c'est la exemple. théorie. C'est la théorie. Non, non, c'est pas la théorie. Non, mais attends, vous savez, vous avez des l'INSI, parents en France. l'INSI, Demandez-leur ce que vous dites on ne peut théoriquement. pas, vous savez, c'est quand Vous savez. on parle d'économie, Vous savez ce qu'on va faire, vous le laissez terminer, je vous donne la parole. c'est Ah le oui, budget des allez-y. gens. Alors, il y a ce que nous appelons le pouvoir d'achat des ménages. C'est de ce que vous gagnez que va dépendre votre capacité à acquérir des biens. Nous sommes d'accord. Maintenant, si vous gagnez un montant donné et que les prix de ces biens ont augmenté, c'est que vous ne pouvez plus acquérir vos biens. Vous êtes obligé d'aller en mouvement d'humeur face à l'État qui sera contraint, vous voyez déjà, de détaxer, de faire baisser les coûts. Ça, les populations ont cette force-là. L'État, nous sommes dans une dictature. L'État, dans ce bureau climatisé, se dit, écoutez, on a augmenté de 80%, on reflète. Et on dit aux gens que, bon, écoutez, Quand vous parlez de nous sommes dans une dictature, vous parlez écoutez, du cas parce que- Togo ou bien du cas général? Écoutez, même si l'État Togo doit être prévoyant, et cela devrait être le cas, et il devrait éviter de créer des pots de péage partout. Allez par exemple au Faso, vous avez 10 000 francs pour 3 jours, vous allez passer presque tous les postes, 10 000 francs. Ici, quand on fait les calculs, ça fait 40 000 francs à peu près. Voyez-vous. Or, quand vous multipliez les taxes, c'est que la population dépense plus. Eh bien, quand nous dépensons plus, on s'énerve parce que le salaire ne suffit plus. Vous allez voir que les anciens vont aller à mouvement d'humeur, les médecins vont suivre, les militaires aussi vont suivre parce que ça ne suffit plus. Donc l'État devrait, à mon avis, empêcher cette hausse parce que c'est vrai que l'inflation a des causes. Donc c'est une cause extérieure. L'État pouvait, puisque l'État a déjà créé, la TVA subit dans les années 80. Laissez-moi vous dire. Donnez-lui quelques minutes et vous rebondissez. Dans les années 80, autant le général Dema a fait son beau temps avec le prix de Golette, les produits étaient exonérés de la TVA, les produits de consommation. Attends, dans les années 80, tirant vers 90, la TVA n'était pas appliquée pour les produits de consommation massive, à savoir le blé, le lait, tout ça, le maïs, etc. La TVA était complètement supprimée. Mais aujourd'hui, on applique la TVA pour toutes les marchandises, même de grande consommation. Alors, est-ce que les réalités la sont TVA les est fixée à 18%. Attendez, à 18%, voyez-vous. Mais écoutez, si la TVA est à 18%, il faut éviter encore de créer d'autres taxes. On a tellement créé jusqu'au niveau des marchés, mais vous voulez que les gens fassent comment? Il n'y a même pas d'emploi pour les jeunes, tel que les demandeurs d'emploi ne pourront même plus vivre. C'est compliqué, la saison risque d'être mauvaise. Nous sommes déjà dans le mois de mars, il n'y a pas encore les premiers pluies pour entraîner le camion. Dans le village déjà. Ah mais pas forcément, les gens se plaignent, les gens se plaignent. À Lomé, des gens cultivent, il y a les faubourgs de Lomé où il y a des camions, des jardins qui sont développés. Alors, Germain, tout à l'heure, il faisait une comparaison entre les années 2080, les années 1980 et 2022 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a match? Les réalités sont-elles les mêmes? Il ne faut même pas comparer. Dans les années dont tu parlais, le budget du Togo était à 250 milliards, tout au plus. Aujourd'hui, nous sommes à 1700 milliards. Donc, ça dit que l'État a une capacité de mobilisation énorme. Et ce n'est pas la même réalité. Il y a plus d'entreprises qui en avaient dans ces années-là. Et il y a plus de monde qui en avait dans ces années-là. Il y a plus de consommation. Donc, vous verrez que le TR aujourd'hui va parfois jusqu'à 900 milliards de mobilisation. Ce qui fait de notre administration fiscale l'une des meilleures dans la sous-région en termes de performance, qui lui a valu d'ailleurs même d'occuper pour la première fois le poste de la fêtière des administrations financières en Afrique, qui revenait souvent au pays anglophone. Maintenant, ça c'est une chose. Et la TVA, il faut le dire, elle est applicable pratiquement dans tous les pays développés. Vous allez dans n'importe quelle boutique, vous voyez un prix. Au moment de payer, vous payez plus que ça.
vous croyez que vous allez payer le prix qui est affiché maintenant. Au moment de payer, on vous applique la TVA. Et c'est ça qui développe le pays maintenant. Est-ce que nous, on peut faire autrement, ne pas payer les impôts? Je ne pense pas. Et les impôts, là, on a la taxe d'habitation qui est arrivée, qui existait, mais qui n'était pas payée. Aujourd'hui, elle est en accès aux factures d'électricité. Nous avons élu des maires qui ont besoin de travailler. Ils ont besoin de taxes, de collecter des taxes pour travailler pour nous, puisque nous les avons choisis pour ça. Donc, il faut comprendre que l'État, c'est vie des taxes. Vie des taxes, l'État ne vend rien. L'État crée des conditions pour que chacun réussisse ses activités. Et sur vos bénéfices, vous payez à l'État. C'est ça qui fait tourner l'État dans tous les pays qu'on dit développés. Apparemment, on risque de vivre comme les Européens. Oui, mais les taxes fatiguent les Européens. Et quand moi, je suis surpris quand ils me citent la France chaque fois en exemple. Non, au moins en France. Mais il n'y aurait même pas eu les gilets jaunes. Je lui ai dit la dernière fois qu'il n'y aurait pas eu les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes sont les plus misérables. Les chômeurs. Les gens portent la même chemise pendant 2 mois. On paie le Si vont faire Est-ce que vous tout ce que vous dites est théorique. Non, c'est pas théorique. Parce que lui, il vous a laissé terminer pour ça, s'il vous plaît. Non, laissez-le parler, je ne vais pas. Ce que je suis en train de dire. Non, je ne laisse pas parler. Il m'a dit qu'il est économiste, c'est vrai, mais il a lu trop de bouquins en fait. Tout ce qu'il dit est théorique. En France, s'il n'y avait pas la misère, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes qui seraient allés attaquer le ministère, qui s'apprêtaient à déloger Macron. Et on a dû mettre l'armée dans les rues en France. La police et la gendarmerie sont débordés. Les gilets jaunes ont marché pendant des mois. Si c'était en Afrique, Macron serait déjà parti par un coup d'État. C'est clair qu'on mette des gens comme ça dans la rue pendant des mois. Mais quand il me cite la France, c'est pratiquement le mauvais exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Et vous avez des parents en France, demandez-leur. Quand il y a eu Covid, l'État a fixé les prix. Est-ce que les supermarchés ont respecté? Non. Aucun supermarché n'a respecté. Oui, puisqu'il parle de la France, je lui dis que c'est carrément le mauvais exemple. C'est en termes de bonne gestion, chercher d'autres pays. Mais quand vous parlez de la France est aussi misérable que l'Afrique. Je vous dis que la France est aussi misérable que l'Afrique. Laissez-le terminer, vous avez laissé quand même. C'est la réalité. La France est aussi misérable que l'Afrique. Si vous avez des amis, ils vous diront qu'ils veulent revenir. La plupart des Africains aujourd'hui veulent revenir parce que l'Europe, la France, même l'Allemagne, c'est plus trop ça. Donc c'est des réalités. Nous, on est dans un continent qui a construit. Il y a plus d'opportunités, c'est vrai. Nous sommes pauvres, on le dit, mais nous sommes riches. Si on se mettait au travail comme les Chinois ont galéré, ils galèrent encore pour être pratiquement la première puissance économique. Et dans une dizaine d'années maximum, ils vont être la première puissance tout court au monde parce qu'ils vont travailler. Nous allons le faire, on l'espère, mais aujourd'hui, notre cheminement est tout à fait normal. Mais là, quand il parle d'anticiper, je ne vois pas comment l'État togolais peut anticiper la guerre en Ukraine. C'est un aléa, c'est quelque chose qui est tombé. Il n'y avait que les Américains qui croyaient que Poutine allait attaquer. Mais tout le reste du monde n'imaginait pas que Poutine allait attaquer. C'est seulement les Américains qui étaient sûrs que Poutine allait attaquer. Donc, qui peut prévoir ça? Donc, c'est assez difficile. Maintenant, la situation est là. On sortait du Covid. On espérait respirer. Voilà l'Ukraine qui arrive, le blé, le carburant, la nourriture et le transport, ce qui fait que... Et nous-mêmes, il faut qu'on revoie nos habitudes alimentaires. Moi, la dernière fois, la semaine passée, dans mon quartier, les gens se plaignaient parce que le prix du spaghetti a augmenté. Mais est-ce qu'on ne peut pas manger autre chose? Est-ce que nous sommes obligés d'adopter le plat des Italiens là qui ont pu nous convaincre qu'ils ont le meilleur plat? Aujourd'hui, partout en Afrique, dans les cafétérias, c'est spaghetti. On a oublié notre bon corps, notre wachi, tous les petits plats assez sucrés. Même le pomme aujourd'hui est cher, hein? Vous ne trouvez pas? Oui, parce que le maïs a augmenté. Oui. Et nous, le maïs, on peut travailler dessus parce que c'est la terre, on ne l'importe pas. Est-ce qu'on ne peut pas, les jeunes qui viennent beaucoup plus en ville, est-ce qu'ils ne peuvent pas rester un peu dans le village, cultiver la terre pour qu'on ait du maïs en abondance? Est-ce que ceux qui s'adonnent à des cultures, soja, ananas et autres, qui s'exportent plus facilement, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire un peu plus
dans le maïs et les produits dont on a besoin, les tomates, les oignons, tout ça, on a de sérieux problèmes. Maintenant, il faut qu'on repense ça. Mais après, ce qui arrive sur le plan international avec le carburant, moi je crois qu'aucun pays ne l'a prévu. Même les pays aujourd'hui qui sanctionnent la Russie sont les premiers à payer cher le prix du carburant. Les Français et autres, ils paient cher le carburant depuis qu'eux-mêmes ont décidé de sanctionner la Russie. Et ici, quand on a décidé de sanctionner le Mali, c'était plus ou moins pareil. Parce que nous, par exemple, sommes un pays qui dépend beaucoup de Mali. Le Mali nous verse au moins 75 milliards tous les ans. Et si on sanctionne le Mali, on va trouver ces sous là où. C'est des trucs à revoir, à repenser. Maintenant, le carburant est là. On va tous souffrir. Et notre papa, c'est le gouvernement. On attend des mesures concrètes et surtout applicables. Parce que le gouvernement pourrait bien prendre les mesures comme celles de Talon, qui ne donneront rien. On va applaudir. On a vu mais dans les faits, au Covid. Il n'y aura rien. Ça ne va pas changer. Donc, espérons que notre gouvernement prenne des mesures qui seront applicables. Applicables et appliquées. D'abord, il y en a qui ne sont pas applicables, mais on va applaudir. Après, on verra que la vie se déroule comme d'habitude, parce que rien n'a changé. Alors, finalement, vous n'avez pas répondu à ma question. Je reprends ma question. La sortie de ces organisations de défense des droits des consommateurs, quelle est l'utilité aujourd'hui? Ah, mais non, aujourd'hui, est-ce que nous avons encore de ces associations du droit des consommateurs? Il y en a pas pour l'équité. S'il y en a, elles devraient exercer une pression sur le gouvernement à pouvoir rabattre certaines infractions. La pression, c'est seulement les sorties, non, il n'y a pas les communiqués, ça s'arrête là, mais c'est pas normal. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est d'organiser quand même. Ça dépend. C'est pas mal de leur dire ce qu'elles doivent faire. Eux-mêmes connaissent ce qu'ils peuvent pouvoir mettre une force de pression sur le gouvernement, parce que c'est nous qui souffrons. Nous, au Togo, nous payons trop d'impôts. Quand vous payez par exemple un ménage, la TVA est pratiquement... C'est pourquoi je comparais tout à l'heure le Togo au pays voilà, nous payons beaucoup d'impôts. Nous payons beaucoup d'impôts. Dans la rue, vous payez l'impôt. Il y a la redistribution qui est faite. On ne redistribue pas d'autres canaux. Allocation chômage, allocation retraite, aide sociale. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de redistribution. Maintenant, il n'y a pas de redistribution. Moi, je n'ai pas de sécurité sociale. À 60 ans, je partirai, je mourrai. Vous avez la possibilité de le faire. Écoutez, ça suffit. Quand les prix sont, quand il y a de l'inflation, vous gagnez, vous dépensez, vous ne pouvez pas économiser pour votre retraite, c'est très compliqué. Alors, vous voyez déjà. Donc c'est compliqué. Hein. Non, attends, c'est compliqué. Il faut faire violence, choix et faire. C'est vous dire que vous allez vivre sans manger. Il y a une famille, il faut payer les frais pour les enfants. Il y a madame qui est là, qui chaque jour nationale de sécurité sociale, je pense qu'il faut lutter contre la corruption. L'argent qui va dans les poches des individus, c'est de réussir à les capitaliser. Il peut servir maintenant à peut-être subventionner le coût du carburant actuel. Donc on doit faire le tout possible. Nous ne le faisons pas et on rejette facilement et c'est nous qui supportons. Donc nous refusons de supporter. Cette inflation pour moi, elle est très malvenue. Et ça n'a pas sa raison d'être selon vous. Exactement, madame. Et voilà, nous allons marquer une petite pause et on revient pour enchaîner avec la grève du syndicat des enseignants du Togo. Mino se brala sia brala bakudo yaura sia yaura nipo izam ga sirikia mi jurunune be wono mea fofo suni de la no honya kakandolo parce que environnement est amiago période de la donner politique to ola no kungumi so kuri politique be nyauti le Togo bakudo e juda Togo fiorade folklore a bien le dio vous les comprendre environnement doit me pour di corruption et si quoi to pour mi jurunune be wono ya ola gbatoro no poina mike kura sia kura donc kusu garika kudo ifan ku kosira gbe donc kusu dawere ke mi tiblane mi jurunune be wono ya 47 be jipe nko mo 10 milano kweli. Tous les mercredis à 15h, les jeunes se donnent rendez-vous. 50 minutes entre nous sur la télévision Espoir 47. C'est le plateau spécial dédié au débat sans tabou sur les thèmes de l'éducation, de la société, de la sexualité, des questions liées au genre ainsi que tous les thèmes d'intérêt pour la jeunesse. 50 minutes entre nous, c'est l'hebdomadaire des chaudes empoignades
Pour ou contre? 50 minutes entre nous, le creuset par excellence d'une jeunesse engagée. Rediffusion samedi à 17h. Voilà, retour donc en studio. L'école togolaise est malade de certains de ses enseignants qui pensent qu'ils peuvent défier l'État. Ce sont les propos du professeur Kokoroko la semaine dernière. Et bien, la seule solution que trouve le ministre pour soigner cette maladie, c'est d'exclure pure et simplement de la fonction enseignante ce qui trouble le secteur. Il a été trop dur, hein. On craignait cette décision du ministre, mais apparemment... Non, je pense que nous sommes dans une situation de rapport de force. L'État a dit, vous allez en grève, les conditions de la grève ne sont pas remplies, parce que vous n'existez pas. Et même si vous existiez, vous n'avez pas un an d'existence pour pouvoir lancer une grève. Les enseignants disent, nous on existe, on fait la grève. Bon, les 2 jours de grève, le ministre qui fait le point, qui estime que ceux qui rendent malade l'école, ils n'ont pas leur place dans l'enseignement, ils vont aller dans la fonction publique. Ça veut dire que probablement qu'ils seront mutés de l'enseignement vers les bureaux dans d'autres services. Bon, maintenant, est-ce que c'est la solution au moment où le même ministre annonce on va recruter plus de 3000 enseignants? Ça veut dire qu'il y a un réel besoin dans l'enseignement. Est-ce qu'il faut muter les gens? Je pense que non, il faut pouvoir les calmer. Je ne sais pas de quelle manière, c'est au gouvernement de le faire. Et après les muter, ça peut être une solution, mais je pense que c'est une solution radicale qui va créer de l'émotion, parce que vous savez, aujourd'hui, les enseignants sont les mieux payés de l'administration. Donc, si on vous enlève de l'enseignement, vous amène dans un bureau, ça veut dire que vous allez gagner moins. Vous allez gagner moins, parce qu'on va vous amputer plusieurs primes. Parfois, c'est pratiquement la moitié du salaire qui va partir, et donc ça va ressembler à une punition. Mais après, est-ce que l'État a d'autres moyens? Parce qu'il estime que certains enseignants veulent défier l'État. Donc, en tant qu'État, l'État n'accepterait pas qu'un individu le défie, ou un groupe d'individus le défie, ça n'existe pas. L'État, c'est la force suprême, c'est la force publique, et si chacun arrive à défier l'État, après c'est l'anarchie qui s'instaure. C'est comme nous les journalistes, demain on se met à faire notre travail sans respecter les règles de la République. On dit non, on est le quatrième pouvoir, on a la liberté de presse, liberté absolue. À ce moment-là, on crée de l'anarchie. L'État est obligé de mettre un peu d'ordre. Donc là, nous sommes dans un bras de fer. Les enseignants qui estiment qu'ils peuvent secouer l'État, l'État qui estime qu'aucun groupe d'individus ne peut le défier. Donc nous sommes un peu dans cette logique. Mais en même temps, vous voyez, le ministre parle pratiquement le langage des syndicalistes. On voit que c'est un ping-pong. Chacun veut se montrer plus belliqueux, plus incisif. Parce que quand vous suivez un peu les propos du ministre, il a été très dur. Oui, je crois qu'il a le même langage que les enseignants du SET, de ceux-là qui veulent secouer. Et maintenant, la réalité, c'est que la majorité des syndicats est dans la dynamique du gouvernement parce que des efforts ont été faits et ils sont arrivés à un accord qui demande à chaque partie d'observer une trêve pour que les réformes au sein de l'éducation se réalisent, qu'on construise plus de salles de classe, qu'on équipe les salles de classe, qu'on recrute plus d'enseignants, qu'on régularise progressivement la situation des enseignants volontaires et un certain nombre d'efforts. Donc là, l'État et la plupart des syndicats et des acteurs de l'enseignement, de l'éducation, j'allais dire, se sont entendus. Et maintenant que le ministre est sorti et que le 7 annonce encore 2 jours de grève qui seront reconductibles, ça me dit que c'est un bras de fer qui s'engage, mais la réalité c'est qu'il n'y aura pas de gagnant dans ce bras de fer. S'il doit y avoir un gagnant, c'est l'État, parce que l'État est le plus fort, ça c'est la réalité. Qu'un groupe d'individus s'imagine réellement qu'il peut défier l'État jusqu'à un niveau, je ne pense pas. Je ne pense pas, ça va créer des dégâts.
nous avons nos enfants dans les écoles. Les enfants vont en pâtir, mais à la fin, je ne pense pas qu'un syndicat pourrait brandir une quelconque victoire ou que le gouvernement pourrait dire, ben voilà, nous avons vaincu, parce que le gouvernement n'a pas besoin de vaincre les syndicats. Il faut les amener à comprendre que beaucoup de choses ont été faites. Et ils ne sont pas les seuls fonctionnaires, ils ne sont pas les seuls employés de l'État. Aujourd'hui, ils ont les meilleures conditions que tous les autres dans l'administration, et ça, c'est la vérité. Il faut qu'ils observent une trêve, qu'on s'occupe d'autre chose et que demain on revienne encore leur augmenter de l'argent. Moi, je pense qu'il faut leur expliquer les choses un peu plus simplement. Maintenant, l'État sent une Maintenant, volonté. est-ce qu'on peut entrer en discussion avec un syndicat qu'on juge illégal? Oui, non, je dis, quand je dis de faire comprendre les choses, c'est par rapport à la façon dont on parle. Quand le ministre s'est exprimé, il ne discutait pas avec le CEST. Mais le message a été entendu. Donc on peut discuter sans réunir les gens. Si on dit, si un ministre se met et dit, bon, on comprend ce qu'il revendique, là nous sommes dans un cadre où nous traitons de ce sujet, nous avons telle volonté, nous avons telles préoccupations qui ne sont pas encore réglées, les attentes sont là, réelles, les efforts seront faits, ainsi de suite. On va avancer. Après, peut-être que le ministre n'a pas besoin de se ramener au niveau des enseignants parce qu'il est plus grand que les enseignants. Il n'a pas besoin de tenir forcément le même discours que les enseignants. Mais je pense que lui aussi, c'est son style, mais on espère qu'on trouvera une solution pour que les enfants dans les écoles ne subissent pas les conséquences de ce droit de faire entre une catégorie d'enseignants et l'État. Alors, comme Germain l'a dit, il n'y aura pas de gagnants peut-être, mais écoute, il y aura des perdants, hein, surtout que le calendrier des examens est déjà publié. Est-ce qu'on va vers les jours sombres au niveau de l'enseignement? On dit souvent que tel on fait son lit, on se couche. Qui a fait? L'État, excusez-moi, a créé lui-même ces conditions. Lorsque vous laissez les taxes, vous revenez sur les taxes? Absolument. Lorsque les prix ont augmenté, lorsque le pouvoir d'achat des ménages est en chute permanente, vous allez devoir faire face à des revendications. C'est normal. Les enseignants sont en colère, mais après les enseignants, peut-être, les médecins vont suivre. Parce que c'est partout maintenant. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'il faut éviter, coûte que coûte, une augmentation. Il faut, parce que dès lors que les gens trouvent une raison de dire... Mais l'augmentation, c'est pas propre au Togo. Hein. Mais apparemment, vous oubliez cet aspect de la chose. Mais comment c'est pas propre? On augmente partout maintenant. Les péages sont là. Les denrées alimentaires ont connu une hausse exponentielle. Il y a des grosses Togo. La vie chère, oui, mais écoutez, vous savez, le Togo en fait trop. Prenons par exemple la douane. Nous avons le tarif extérieur commun qui énumère des postes à calculer pour chaque déclaration. Mais au Togo, on ajoute encore d'autres postes. Vous voyez déjà, ce qui rend maintenant cher la douane togolaise et fait même fuir les gens. Alors, quand vous multipliez les taxes, quand le citoyen va payer beaucoup plus, il va demander qu'on augmente ton salaire. Parce qu'au moins, eux, ils sont dans un corps organisé. Vous voyez déjà. Donc, je pense qu'il y a ce que nous appelons l'État-providence. L'État-providence, c'est cet État qui va dialoguer avec les acteurs. Parce que si nous voulons aller vers l'État gendarme pour dire, eh bien, juridisme, votre certes n'est pas légal, qu'on arrête les gens, vous n'allez pas régler les problèmes. Voyez-vous. Donc nous devons pratiquer plutôt l'État-providence. Parce que si vous créez des taxes, attendez-vous à des revendications. Parce qu'aujourd'hui, ça crée pratiquement tous les secteurs. Parce que le pouvoir d'achat des ménages est tellement faible. Avec 10 000 francs, qu'est-ce qu'on peut payer? Voilà. Voyez-vous. Donc, même un ingénieur. Ils sont dans le formel. Hein. Bien sûr. Écoutez, même un ingénieur aujourd'hui qui touche peut-être 2 millions, mais il se rend compte que le maïs qu'il payait avant, peut-être à 500, et maintenant à 1000 francs, 1200. Donc, il peut s'offrir certains luxes. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, il y a problème partout. Voyez-vous. C'est pourquoi il faut éviter
que les prix n'augmentent. L'État veille à ce qu'il n'y ait pas d'inflation. Mais si vous laissez faire, attendez-vous maintenant à ces conséquences. Ce sont les revendications qui vont sortir de partout. Les corps organisés vont se dire, bien écoutez, le pouvoir d'achat est tellement faible. On n'a plus de retraite, on n'a plus d'économie. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de désépargner. Ceux qui ont de l'argent, aujourd'hui, les gens désépargnent. Ils désépargnent parce que ceux qui ont épargné maintenant sont obligés d'aller prendre l'argent pour pouvoir joindre. Donc, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas le moment encore de créer des taxes. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le bon sens, je crois que l'on puisse aller vers l'État-providence qui veut que l'État discute avec les administrés, essaie de comprendre et faire des concessions plutôt que de se mettre en position d'état gendarme pour dire bien écoutez, nous allons vous embrigader, etc. Non, ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens. On va terminer cette émission rapidement avec la une de Togo Réveil. Je vous le disais, Togo Réveil qui est dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs seulement. Togo Réveil qui titre à sa une Lomé, premier sommet sur la cybersécurité en Afrique. Une obligation d'apporter des réponses idoines et de tracer la voie à suivre, selon le président togolais Faure Gnassingbé Germain. Oui, nous avons eu un grand événement dans notre pays le mercredi et jeudi dernier. Et l'Afrique s'est réunie au moins une trentaine de pays africains sous la bannière de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui a organisé cet événement avec le Togo. Et l'événement a accouché de la déclaration de Lomé, qui est vraiment une grande déclaration qui veut que les pays africains mutualisent leurs forces. Elle a déjà signé la convention de Malabo qui est relative à l'adoption des lois internes sur la protection des données à caractère personnel. Et puis la déclaration demande beaucoup de collaboration entre les différents pays parce que pour traquer les criminels sur Internet, ça ne peut pas être l'affaire d'un seul pays. Vous savez, nous sommes devenus un village, comme on dit, avec Internet. Et on sait aujourd'hui tout le rôle que Internet, le numérique, joue dans le développement, surtout économique. Et puis les ambitions du Togo dans ce domaine font que le Togo a pris le devant dans cette organisation. Et vous avez vu qu'à l'ouverture déjà, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a décerné un prix au président togolais, un prix que le président a pris avec beaucoup d'humilité, comme pour dire que la guerre n'a pas commencé, mais s'il est déjà récompensé pour cette volonté, cet engagement, ça le motive davantage donc à faire que le sommet de Lomé soit véritablement suivi des faits, que les autres pays adhèrent aux recommandations là qui sont sorties. Donc brièvement, on peut dire que c'est une bonne chose. L'avenir, c'est le numérique. Et si le Togo se positionne comme un hub numérique important et d'excellence dans la sous-région, ce n'est que bénéfique pour nos populations. Il y a eu de différents panels, mais il y a une phrase là qui m'a beaucoup choqué. On dit, dès que vous connectez votre téléphone à un Wi-Fi ou aux données, sachez que rapidement on peut copier vos données personnelles. Vous êtes ouvert aux attaques là. Ça m'a fait peur. J'ai eu envie de déconnecter mon téléphone. Alors, écoute, un mot rapidement. Un mot, c'est d'appeler tout et chacun donc, à la vigilance. Parce qu'effectivement, nous sommes pris donc, à l'abri. Tenons donc nous bien, quand vous voyez un site avec HTTP et qu'il n'y a pas S à la fin, ce site n'est pas sécurisé. Ne communiquons pas nos noms ni nos comptes à qui que ce soit. Donc, soyons extrêmement prudents et à tous les niveaux. Et si quelqu'un vous appelle pour vous dire d'envoyer de l'argent sur tel numéro, bien sûr, ça, vérifiez toujours auprès si c'est une banque. Appelez la banque ou bien rendez-vous à la banque pour des renseignements. Donc, soyons extrêmement prudents en ce qui touche au numérique. Voilà, beaucoup de vigilance parce que nous sommes espionnés, escroqués à tout moment. Donc, chacun doit pouvoir quand même mesurer. Il y a des annonces qui sont souvent faites, mais si vous justifiez, on vous demande d'apporter de l'argent, c'est des fonds qu'il ne faut jamais envoyer.
Parce que derrière ce numéro, on trouve forcément des escrocs, des gens malveillants, donc beaucoup de prudence. Voilà. Merci à vous, Germain. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h.